À toutes et à tous, c'est ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, parfait. Bien, je vais avoir l'image qui va arriver. Je voudrais vous remercier à toutes et tous d'être présents. Nous avons 1h30, il faudra être très, très respectueux du timing et j'ai la mission ingrate jusqu'à 17h30. Donc, hein, la mission ingrate d'être maître du temps également. Je dois d'abord vous remercier très chaleureusement d'être toutes et tous avec nous. J'attends d'avoir l'image, ça va tarder. Alors, nous sommes dans le cadre des... Il te voit. Oui, c'est moi qui le vois. Oui, tout à fait. Dans le cadre des auditions concernant le texte sur les lanceurs d'alerte, vous avez une deuxième personne qui arrive en présentiel. Bonjour, mesdames, installez-vous, je vous en prie. Et nous allons donc organiser cette table ronde. Alors, nous sommes nombreux et je pensais que c'était important d'avoir la voix des différents syndicats qui ont notamment. Mettez-vous là, s'il vous plaît. Ça me serait la caméra en plus, on verra. Elle serait dans le champ. Merci beaucoup de votre présence, mesdames. Donc, je vous propose de commencer par alors, on fera un tour de table en cours de présentation, mais par un tour de chacun d'entre vous sur votre ressenti sur le texte, sur les propositions d'évolution sur le texte. On est vraiment maintenant dans la partie très opérationnelle du sujet. On a travaillé avec la maison lanceurs d'alerte et certains d'entre vous y siègent. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par ce que j'appelle une déclaration orale d'intérêt. Je pense que vous avez reçu dans votre courrier, faire part des liens d'intérêt que vous pouvez avoir, quelques mots, qu'on puisse bien vous situer, et je pense une transparence importante, et puis d'entrer dans le vif du sujet et d'écouter des propositions que vous pouvez avoir. Alors, on a ouvert les fenêtres normalement, donc on peut enlever les masques préférentiels si vous souhaitez, en tout cas la règle l'autorise. Et je vous propose de commencer, alors peut-être à distance. Alors, je vais dire, en fait, j'ai un ordre qui, je crois, est alphabétique, donc totalement contraire. Mais voilà, je vais prendre dans l'ordre de mes invités, en commençant, si vous voulez bien, par la CFE-CGC. Alors, je ne vous connais pas, donc je ne sais pas vous identifier. Vous devez être en ligne, en distanciel, c'est ça? Vous êtes là, c'est vous, madame. Bonjour. Désolé, donc c'est très bien, on commence par des personnes en présentiel. Donc vous êtes, madame? Oui, tout à fait. Très bien, je vous remercie beaucoup de votre présence, madame. Et puis je laisse la parole. Écoutez, merci d'avoir organisé cette table ronde. Je crois qu'effectivement, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est ce que je sais. Nous sommes impliqués dans ce dossier depuis plusieurs années maintenant, que ce soit avant l'adoption de la directive européenne, mais aussi dans le cadre de la transposition française de cette directive, puisque nous avons été aussi signataires de lettres ouvertes en 2019-2021. Excusez-moi, est-ce qu'il serait possible que vous ouvriez peut-être votre micro parce qu'on a du mal à vous entendre en visioconférence? Ah, d'accord. Allez-y, est-ce qu'on arrive à régler un peu sur le micro? Allez-y, essayez. Est-ce que c'est mieux là? Oui, c'est un peu mieux, oui, merci. Oui, comme je disais, notre application est aussi large puisque j'ai eu l'honneur d'être co-rapporteur d'un avis au niveau de la Commission nationale consultative pour les droits de l'homme, avis qui était d'ailleurs collectivement porté par l'ensemble des organisations syndicales qui sont membres de cette instance. Et par ailleurs, nous sommes extrêmement satisfaits de voir enfin, je dirais, une proposition de loi sur ce sujet, enfin deux propositions de loi plus exactement, qui, à notre point de vue, reprennent en grande partie les demandes que nous avions pu faire, soit au titre de la CFE-CGC principalement, ou encore au titre de l'avis de la CNCDH. Donc, sur ce sujet-là, je dirais que nous avons relevé dans la proposition de loi un certain nombre de points qui nous paraissent positifs et sur lesquels nous souhaitons véritablement que les maintenir. Oui. Donc, nous en avons relevé 4. Très bien, on vous écoute. Donc, le premier, en fait, concerne ce qui a trait à l'élargissement du champ d'application personnel. Il paraît effectivement indispensable que les personnes morales, et en particulier les organisations
syndicale puisse avoir ce statut de facilitateur. C'est un point pour lequel le projet de loi est plus ambitieux que la directive elle-même. C'est un point que nous avons également relevé comme étant un manque dans la directive européenne. Donc sur ce sujet-là, nous sommes effectivement tout à fait en faveur de ce maintien dans les textes de un point qui est loin d'être essentiel comme vous en doutez. Je m'en doute. Et pour nous, en fait, c'est un dispositif essentiel dans la mesure où ça ne fait pas reposer sur un seul individu, en fait, le coût ou les conséquences d'un lancement d'alerte. Le deuxième point qui nous paraît important, ça concerne en fait tout ce qui est la simplification de la procédure du lancement de l'alerte, en particulier le fait de supprimer l'obligation d'un premier niveau interne, qui pour nous aussi est essentiel, car il permet aux lanceurs d'alerte d'emprunter le canal de signalement qu'il estime le plus approprié en fonction des circonstances. Ça, c'était un point qui figurait dans la directive européenne et qu'il faut, à notre point de vue, faire figurer en droit interne français. Le troisième point sur lequel nous sommes aussi particulièrement attachés concerne tout ce qui concerne le renforcement des mesures de protection, le renforcement des sanctions et également le renforcement des mesures de réparation. Ce volet-là va, à notre point de vue, bien au-delà de la directive européenne et c'est effectivement quelque chose de positif, en particulier quand on considère les mentions qui sont faites des procédures d'agneau, des procédures de représailles, de discrimination, et on voit avec un intérêt certain la liste élargie des mesures de représailles qui sont prohibées et également la publication des jugements sur le site web du défenseur des droits. Et puis enfin, sur la partie réparation, il paraît indispensable qu'il y ait un volet financier dans la mesure où les lanceurs d'alerte connaissent très souvent une situation économique précaire due à la lenteur des procédures judiciaires et qui se répercutent sur leur entourage immédiat et leur famille. Donc, bien évidemment, ce soutien financier couplé à un soutien psychologique est pour nous indispensable, le soutien psychologique qui permet aux personnes de faire face plus facilement aux différentes pressions qu'elles peuvent être amenées à subir. Et puis enfin, le quatrième point que nous souhaitons voir subsister dans une future loi, en fait, concerne la partie loi organique, pour le coup, cette fois-ci, le fait de pouvoir faire qu'il y ait une seule autorité indépendante qui permet l'orientation, l'accompagnement, le suivi et la certification des lanceurs d'alerte, que les prérogatives du défenseur des droits soient à ce titre renforcées. Ça nous paraît être un élément important pour faciliter l'accompagnement des lanceurs d'alerte et également faciliter la façon dont ils peuvent porter des alertes. Donc voilà, ça c'était les sujets que nous avons relevés comme étant très positifs à notre point de vue dans ces deux projets de loi. Nous avons cependant quelques compléments sur ces dispositions que nous souhaiterions pouvoir rajouter ou tout au moins renforcer le projet de loi afin de garantir l'effectivité des lanceurs d'alerte. Tout d'abord, il nous semble qu'il faudrait préciser les modalités et renforcer l'implication des institutions représentatives du personnel dans la mise en place des canaux de signalement interne. On sait très bien que dans la vie de l'entreprise, un lanceur d'alerte peut être mis en porte-à-faux vis-à-vis de ses collègues, de sa hiérarchie, tout simplement de l'entreprise dans son ensemble. Et pour notre organisation, même si nous avons un attachement très clair au dialogue interne dans l'entreprise et que nous encourageons, si les circonstances le permettent, de
privilégier cette étape de dialogue interne dans l'entreprise, il nous semble dans ce cas-là indispensable d'avoir un mécanisme très clair qui garantisse la confidentialité des auteurs de signalement, qui maintiennent une transparence et une impartialité de procédure de recueil de signalement et également de suivi. Et à ce titre, l'obligation de consultation qui figure dans l'article 3 de la proposition de loi nous paraît insuffisante et il faudrait aller plus loin en demandant une obligation de négociation avec les institutions représentatives du personnel pour la mise en place du dispositif d'alerte et également pour son suivi qui pourrait se faire par le biais du procédé d'information, consultation annuelle des entreprises. Le deuxième point, et là je dirais que c'est un point qui nous est, nous, CGC, plus spécifique puisque nous représentons en très très grande partie le personnel d'encadrement. Il est souvent exigé du personnel d'encadrement un devoir de loyauté, une obligation de confidentialité du fait de leur responsabilité technique et managériale. Et pour nous, il est extrêmement difficile de faire reposer la responsabilité de l'éthique en tant que telle uniquement sur le salarié qui, quelque part, ne devrait pas avoir à choisir entre ses obligations professionnelles de loyauté envers l'entreprise et le problème de l'éthique en tant que telle. Et donc, à ce titre-là, notre organisation avait proposé il y a quelques mois, lors de la négociation de l'accord national interprofessionnel sur l'encadrement, la mise en place d'un dispositif spécifique pour les salariés de l'encadrement qui bénéficient d'une délégation de pouvoir, de mettre en œuvre quelque part une procédure de sauvegarde des intérêts de l'entreprise et des salariés, qui n'est pas exactement une procédure d'alerte, mais qui, quelque part, leur permet d'exprimer une sorte de droit de réserve, de droit de retrait, et qui leur permet d'exprimer très clairement leur désaccord en cas d'atteinte à une éthique professionnelle ou face à un danger ou un risque qui serait engendré par l'application d'une instruction professionnelle qui serait contraire à l'intérêt de l'entreprise ou des salariés. Donc, c'était une proposition que nous avons faite à ce moment-là. Et pour conclure, le troisième point que nous souhaitions porter, il nous semble qu'il serait utile de rajouter une disposition portant sur le droit d'asile des lanceurs d'alerte et en particulier sur la possibilité de leur donner la possibilité d'exercer une alerte, même s'ils ne le sont pas, sur le territoire national. Nous avons cette année, malheureusement, un 10e anniversaire de privation de liberté pour un lanceur d'alerte très médiatisé, puisque il s'agit de Julian Assange, qui, même si le sujet de départ de ces alertes est un peu en dehors du cadre que nous abordons dans cette proposition de loi, il nous semble que cette disposition serait tout à fait intéressante et rentrerait évidemment dans le cadre aussi des recommandations que nous avons pu formuler à la CNCDH. Très bien, merci beaucoup, madame. Alors, est-ce que Francesca Non, vous avez rajouté Pacifique. On n'a juste pas fait la déclaration d'intérêt, ce que veut dire Jean. Alors, moi, je ne vois pas véritablement d'intérêt contraire. Vous êtes salarié? Alors, je suis salarié. Non, pas du tout. Je suis salarié du groupe Airbus. Je suis détachée dans le cadre d'un accord de droit syndical depuis plusieurs années auprès de la fédération d'origine. Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup, madame. Bien, je vous remercie. On va pouvoir, si vous voulez bien, réagir aussi en réaction pour éviter les redites en disant sur quoi vous êtes, sur ce qui a déjà été exprimé. Et puis, alors, je vous propose de passer, si vous voulez bien, à la CFDT, qui doit être en visioconférence avec madame Franca Salis-Satinier. Oui, bonjour, monsieur Walserman. Merci beaucoup pour cette rencontre et bonjour à tous et à toutes. Donc, pour mon organisation,
votre proposition, d'abord, c'est un projet que nous soutenons largement et nous nous réjouissons aussi que ce soit un projet transpartisan qui montre comme en France, désormais, la question de la défense, de la protection de ces droits, mais aussi des lanceurs d'alerte eux-mêmes, soit devenue une question importante et largement partagée par l'opinion publique. Voilà, nous ne pouvons pas passer sous silence même les dernières alertes. Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous entend assez mal, en fait. Je pense que c'était un problème de la ligne et de débit de la ligne. Et vous pouvez essayer simplement en coupant la caméra pour voir si le son passe mieux sans image. Souvent, ça résout le problème pour qu'on puisse vraiment bien vous entendre. Est-ce que vous m'entendez mieux? Allez-y, s'il vous plaît. Sans l'image, voilà. C'est juste une question de débit du lien, je pense. Peut-être ça peut résoudre. Là, vous m'entendez là? Oui, là, on vous entend bien. Est-ce que ça va mieux? Allez-y, madame, on vous entend bien. OK. Alors, je continue, merci. Et donc, je disais, on ne peut pas passer sous silence même les derniers scandales, je dirais, concernant Facebook avec la lanceuse d'alerte Frances Hauge sur les questions des réseaux sociaux et de la responsabilité des entreprises par rapport à l'utilisation qui est faite des algorithmes notamment et la façon dont elles peuvent quand même attendre à la santé mentale de nos adolescents. Mais voilà, les cas en entreprise, nous avons été amenés à en défendre. Et souvent, ce que nous constatons, c'est qu'en entreprise aujourd'hui, et dans les entreprises ou les administrations, c'est très difficile de porter l'alerte parce que les systèmes n'est pas suffisamment sécurisés, les canaux des signalements ne sont pas mis en place. Au moins dans les entreprises privées, on constate qu'il y en a une sur deux qui ne l'a pas fait. Et quand elles le font, les entreprises les font de manière unilatérale, c'est-à-dire sans une implication active des représentants des salariés lorsqu'ils existent. Et donc, nous, à ce titre-là, nous demandons à ce que les syndicats soient mieux impliqués dans la négociation. Là, pour l'instant, dans les textes et dans la directive, on parle des consultations des partenaires sociaux. Mais ce n'est pas la même chose. Cette consultation, par exemple, est déjà prévue dans les comment ça produit peu de résultats, alors qu'une négociation, je dirais, obligatoire, au même titre que la négociation sur les salaires ou sur l'égalité professionnelle, induirait un peu plus de participation, d'implication, mais aussi de formation et des connaissances, donc, des dispositifs d'alerte interne pour pouvoir permettre des canaux plus sécurisés. Et à ce titre-là, donc la négociation, c'est une chose. Et le deuxième pas qui va quand même avec, parfois, c'est que les lanceurs d'alerte peuvent vouloir maintenir leur anonymat parce que c'est trop risqué par rapport à la hiérarchie d'alerter. Et donc, les syndicats peuvent porter l'alerte, c'est notre deuxième demande, par rapport aux individus pour ne pas les laisser vulnérables. Donc, ça, c'est la deuxième, je dirais, proposition. La troisième concerne les référents ou les déontologues, notamment dans le public ces derniers. Souvent, ils sont salariés comme les autres et donc ils sont soumis à des pressions de la hiérarchie vis-à-vis des ouvertures d'enquête ou de la prise en compte de l'alerte elle-même. Et donc, pour ces référents ou déontologues, nous demandons qu'au moins dans l'exercice de ce rôle et de cette fonction, ils puissent être aussi protégés. Donc, voilà, ce n'est pas prévu, mais nous pensons que ce serait une bonne chose. Et quatrième proposition que nous faisons, c'est que le lanceur d'alerte, lorsqu'il alerte en interne, bien évidemment, c'est son choix. Aujourd'hui, il peut choisir d'alerter aussi auprès des autorités publiques, c'est sans pas sécuriser, mais s'il le fait en interne, c'est quand même une preuve aussi de responsabilité de sa part. Et donc, nous voudrions qu'il soit protégé immédiatement avec une présomption d'alerte fondée et donc qui serait mise en œuvre avec l'envoi, par exemple, aux défenseurs des droits. C'est une
gestion, une fois que l'alerte est déposée et donc que les défenseurs de droits en soient informés immédiatement et que la protection puisse courir dès le départ. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons vu que lorsque les lanceurs d'alerte alertent donc courageusement l'entreprise, parfois et même très souvent, ils sont victimes de représailles et des sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement. Et après, c'est très difficile de rattraper les coups. Nous avons l'exemple d'une multinationale, une lanceuse d'alerte qui était licenciée et pour laquelle aujourd'hui, elle voudrait réintégrer l'entreprise et c'est trop compliqué parce que les choses sont allées trop loin. Donc, avec un licenciement déjà, voilà. Et donc, je m'en arrête là pour l'instant. Mais voilà, c'est les 4 propositions un peu phares que nous voulons porter aujourd'hui, vous soumettre, messieurs. Je vous remercie. Alors, on se connaît depuis longue date, puisque vous étiez déjà, je crois, aux 48 heures chrono qu'on avait fait à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Mais est-ce que vous pourriez dire en 2 mots vos liens d'intérêt et vos fonctions exactes? J'espère que vous m'entendez. Madame Salis Madinier, vous m'entendez ou pas? Allô, allô? Bon, c'est pas grave, peut-être la liaison a été coupée. Bien, je vous propose de passer à la CGT avec Madame Sophie Binet, membre de la direction confédérale, si vous êtes là, Madame. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Donc, pour commencer par la fin, je suis dirigeante de la CGT. Je suis également co-secrétaire générale de la CGT des cadres et professions intermédiaires, l'UGICT CGT. Et je suis enfin membre du bureau de la Maison des lanceurs d'alerte, organisation que nous avons créée avec un collectif de syndicats et d'ONG et que vous connaissez parce que nous travaillons particulièrement sur votre proposition de loi. Et on fera l'intervention CGT à 2 voix avec Neila Glaise, ici présente, qui est membre de la direction de l'UGICT et qui vient d'être élue à la présidence d'Eurocadre, notre organisation européenne qui a particulièrement œuvré pour l'adoption de la directive. Pour nous, votre proposition de loi, c'est une proposition de loi qui est extrêmement importante pour 3 raisons. D'abord parce que l'alerte, la question de l'alerte est maintenant un fait de société et le signe de la financiarisation de l'entreprise et du travail, que ça concerne de plus en plus de salariés, à commencer par les cadres et professions intermédiaires, qui ne sont plus associés aux orientations stratégiques et qui sont sommés de faire primer des exigences financières sur leur éthique professionnelle. Alors qu'ils ont une responsabilité individuelle qui peut les conduire au pénal, ils n'ont pas les moyens de refuser de mettre en œuvre ces directives, ils n'ont pas la possibilité de proposer des alternatives et sont enfermés dans ce qu'on appelle le se soumettre ou se démettre. Le résultat, c'est par exemple le procès de l'accident ferroviaire de Bretigny, dans lequel c'est le manager de proximité qui est poursuivi au pénal et pas la direction de la SNCF, alors qu'il était de notoriété publique, qu'il n'avait pas les moyens de sécuriser les voies qui étaient sous sa responsabilité. Donc, c'est un vrai sujet qui concerne de plus en plus de cadres et de professions intermédiaires, la question des alertes. La CGT, elle intervient depuis plus de 20 ans sur la question des lanceurs d'alerte, et notamment depuis 2015, avec la défense de lanceurs d'alerte individuellement, et puis aussi une bataille collective pour exiger des droits et une protection. On a coordonné une vaste coalition d'ONG et de syndicats et de journalistes, donc avec notamment toutes les organisations ici présentes, raison pour laquelle il y a un vaste consensus sur les propositions que nous défendons. Et c'est cette mobilisation qui a contribué à l'adoption de la loi Sapin 2, puis avec Eurocadre, qui a permis de gagner la directive lanceur d'alerte. Et donc, pourquoi est-ce que la directive et sa transposition, elle est importante alors que nous avons la loi Sapin 2, parce que dans la loi Sapin 2, il y a un grand absent, en fait, c'est les syndicats, et que la loi Sapin 2, elle aboutit paradoxalement à isoler le lanceur d'alerte en le contraignant à lancer d'abord l'alerte en interne. En 2019, l'UGICT CGT a fait un sondage auprès des cadres, un sondage via Voice par un organisme professionnel, qui montrait que 36% des cadres avaient déjà, dans leur travail, été témoins de pratiques illégales ou contraires à l'intérêt général, que parmi ceux-là, il y en a près de la moitié, 42%, qui ne les avaient pas signalés. Et pourquoi? Parce qu'il y en a la moitié qui ne connaissaient pas le dispositif interne ou qui disaient qu'il n'y en avait pas. Et quand ils le connaissaient, il y en a 42% qui le jugeaient inefficace et 51% qui estimaient qu'il y avait des risques à signaler des alertes. Donc on voit bien à travers ces chiffres pourquoi est-ce qu'il y a urgence à ce qu'il y ait une nouvelle loi pour renforcer la protection des lanceurs d'alerte. Alors sur votre proposition de loi, notre appréciation, elle rejoint ce qui a été dit précédemment. On s'est exprimé de façon unitaire dans Libération le 16 juin dernier.
D'ailleurs, la question que je voulais vous poser, c'est savoir s'il y avait une date de mise à l'agenda au Sénat pour garantir le respect de l'agenda de transposition, puisque pour rappel, c'est d'ici au 17 décembre qu'il faut qu'on ait transposé la directive. Après, il y a un certain nombre de points clés sur lesquels on pense qu'on peut encore améliorer votre proposition de loi pour justement se positionner en législation de référence. Le premier point clé, c'est que je partage en ça ce qui a été dit par la CGC et la CFDT. Nous pensons que le lanceur d'alerte le mieux protégé, c'est celui qui n'est pas obligé de se dévoiler et qui peut rester anonyme. C'est la raison pour laquelle nous souhaiterions que les facilitateurs d'alerte puissent aussi être porteurs d'alerte. Et nous souhaitons aussi qu'il y ait une disposition explicite dans la proposition de loi qui nous permette de ne pas dévoiler nos sources pour ne pas être obligé de dévoiler le lanceur d'alerte si la direction de l'entreprise nous le demande, ce qui aujourd'hui serait le cas. Deuxième point clé sur lequel on pense qu'il faut que la proposition de loi évolue, c'est les canaux internes, avec ce qui a été dit sur le fait qu'il soit négocié avec les syndicats. Ce n'est pas la même chose de nous consulter ou de négocier avec nous. On souhaite également qu'il y ait une info-consulte annuelle pour suivre le dispositif. On souhaite que ces canaux internes soient prévus et intégrés dans le règlement intérieur, qu'on puisse être associé à notre demande aux enquêtes. Et puis, effectivement, que les salariés qui sont en charge de la gestion de ces canaux internes soient des salariés protégés de façon à garantir l'indépendance du canal interne vis-à-vis de l'employeur. Et puis, donc l'aspect suivant, c'est qu'il faut renforcer la protection du lanceur d'alerte avant qu'il ne soit trop tard. Donc, effectivement, on partage la proposition qui a été formulée par Franca pour la CFDT qu'on a travaillé ensemble au niveau de la maison des lanceurs d'alerte sur le fait que pour les lanceurs d'alerte qui auraient recours à la procédure interne et au canal interne, on souhaiterait qu'ils puissent être protégés sur attestation du défenseur des droits et à minima prévoir une forme de procédure de référé sous 30 jours pour faire cesser une mesure de représailles. Ça serait une mesure qui permettrait de protéger le lanceur d'alerte avant qu'il soit licencié, placardisé et que les mesures aient trop d'impact pour lui. Donc avoir une procédure de référé spécifique, ça serait très utile. Et puis toujours sur la protection des lanceurs d'alerte, il y a quand même une situation particulière dans la fonction publique avec le devoir de réserve qui de plus en plus est instrumentalisé pour mettre en place un devoir de silence. Et donc nous souhaiterions que soit mentionné explicitement le fait que le devoir de réserve ne peut pas être opposé à toutes ces dispositions sur les lanceurs d'alerte. Et puis, toujours sur la protection des lanceurs d'alerte, mettre en place le droit à l'aide juridictionnelle, c'est malheureusement très important pour nombreux d'entre eux, pour garantir l'effectivité de leurs droits en justice. Et le dernier aspect qui nous semble important, c'est d'avoir des sanctions qui soient réellement dissuasives face à des procédures bâillons. Mais sur ce point, je vais laisser Neila Glaise, présidente d'Eurocadre, compléter mon propos et je lui passe la parole tout de suite, si c'est possible pour vous, parce qu'on a divisé l'intervention en deux. Je vous remercie, Madame Glaise. Si vous pouviez peut-être prendre la suite du coup, donc sur vos fonctions et vos liens d'intérêt également, si vous pouviez en dire un mot. Merci. Oui, bonjour. Merci donc de me laisser la parole. Je voulais, déjà, moi, je suis de l'UGIC CGT, mais je suis également nouvellement élue présidente d'Eurocadre. Donc, c'est l'association des syndicats cadres d'Europe qui représente 6 millions de cadres en Europe. Et donc, comme on avait beaucoup travaillé sur cette directive pendant 5 ans, on a créé la plateforme whistleblowerprotection.eu qui a rassemblé des syndicats et ONG. Et il m'a semblé important quand même de compléter un peu la présentation de Sophie. Et on a également développé un système de monitoring whistleblower meter avec le réseau des lanceurs d'alerte pour pouvoir suivre et contrôler la transposition de la directive dans les différents États membres. J'ai juste quelques remarques sur cette PPL qui, à mon sens, est un peu en décalage avec la directive sur quelques points. D'abord, la directive contient une clause de non-régression. Et donc, sa transposition ne peut pas conduire à amoindrir les droits des lanceurs d'alerte par rapport au droit national qui existe. Et dans la PPL, on voit pourtant qu'il y a l'ajout de 2 nouveaux secrets qui aujourd'hui ne peuvent pas être opposés aux lanceurs d'alerte français, qui sont le secret de l'enquête et le secret de la procédure judiciaire. Donc, on vous demande de supprimer ces 2 ajouts pour respecter la clause de non-régression.
Deuxième remarque, c'est la directive, elle prévoit, donc en cas d'abus, des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Bon, on a bien vu la proposition dans la PPL, mais on propose plutôt de fixer un plancher plutôt qu'un plafond, comme vous le proposez, avec des montants qui soient vraiment dissuasifs, notamment pour les grosses entreprises. Par exemple, en complément d'exclusion des marchés publics, pourquoi pas. Notre but, ce n'est pas d'afficher des risques de peine de prison qui sont d'ailleurs rarement appliqués et qui conduisent des fois à désigner des boucs émissaires en exonérant en général les vraies responsabilités. Donc, ce qu'on demande, ce sont des sanctions qui touchent plutôt au portefeuille. Le troisième point, c'est le dernier, donc c'est la mise en place d'un dispositif d'alerte interne au niveau local dans les grands groupes. Donc, pour les grands groupes qui ont déjà, pour plusieurs, la plupart même, un dispositif qui est centralisé, on demande qu'il soit précisé dans cette PPL l'obligation de mettre en place des canaux de signalement au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire au niveau local. Et je précise que ce point a été sujet de discussion du dernier groupe d'experts de la directive qui a eu lieu en juin dernier, et la commission a été claire, elle a tranché dans ce sens-là. Donc, on préfère quand même que ce point soit précisé comme ça dans la PPL. Excusez-moi, vous pouvez le repréciser, s'il vous plaît? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Vous pouvez repréciser ce point qui a été demandé par la commission? Alors, en fait, c'est un point qui a été discuté par le groupe d'experts qui s'est réuni en juin dernier. Et c'était pour les entreprises de plus de 250 de mémoire. Quand il y a un grand groupe et qu'il y a déjà un dispositif qui existe, souvent c'est des vieux dispositifs, au niveau centralisé, donc un seul dispositif pour toutes les entreprises de groupe, les multinationales, ils souhaitaient quand même garder ce dispositif-là et s'exonérer du fait de mettre en place des dispositifs au niveau local. Et donc, la commission a été claire là-dessus, c'est qu'il faut que chaque entreprise ait son dispositif au niveau local. Et c'est notre demande. Et c'est pour cela qu'on demande que ce soit précisé dans la proposition, dans la loi, pour qu'il n'y ait pas de confusion dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Oui, j'ai entendu. Oui, merci. Oui, pardon, merci. Très bien. Merci beaucoup, madame. Merci. Je crois qu'on avait également madame Ferrer, conseillère confédérale, qui est sur la liste. Je ne sais pas si elle est présente. Et si vous aviez quelque chose à rajouter. C'était pas prévu que j'intervienne. C'est s'il y avait des questions juridiques posées. Merci de votre présence en tout cas. Nous passons à FO, si vous le voulez bien. J'ai M. Franck Gressier qui est indiqué sur ma liste. Est-ce que vous êtes là, M. Gressier? Oui, bonjour. Je suis en visioconférence. Donc, je suis Franck Gressier. Je suis juriste assistant confédéral au sein de la Confédération FO, auprès du secrétariat, du secteur des affaires juridiques. Donc, en ce qui concerne ma situation qui pourrait caractériser éventuellement un conflit d'intérêts ou des choses comme ça, ou du lobbying, je voudrais faire part que j'étais simplement salarié de la Confédération et que je n'avais pas d'autres liens qui pourraient établir un conflit d'intérêts particulier. Sinon, par rapport à votre audition, déjà, on se félicite que vous ayez sollicité l'avis des organisations syndicales sur cette question essentielle, puisqu'on est tous d'accord que la question des lanceurs d'alerte, c'est une question essentielle dans une société démocratique. On constate donc en fait que cette proposition de loi s'inscrit dans le cadre de l'obligation de mettre en conformité notre législation avec le droit européen, donc en gros de transposer en droit interne la directive communautaire de 2019 avant la fin de l'année. Et dans ce cadre de cette obligation de transposition, on souhaiterait mettre l'accent sur le fait qu'il faille se doter dans cette matière d'une politique ambitieuse et qu'il ne faut pas se contenter d'une simple obligation de transposition de la directive, et que cette transposition ne doit pas se faire dans le sens où les mesures qui seraient arrêtées au niveau interne aient pour effet d'établir des freins ou qui aboutiraient à rendre plus difficile la procédure d'alerte. Alors, c'est peut-être anecdotique par rapport à ce que j'ai pu entendre jusqu'à maintenant, puisqu'on faisait état d'alerte sur des situations
très grave pour toute société démocratique, mais je voudrais quand même mettre l'accent sur une jurisprudence de la Cour de cassation dernièrement qui a refusé donc de reconnaître le statut de lanceur d'alerte aux personnes qui dénonçaient des propos antisyndicaux. Et je pense que on devrait quand même inscrire dans le cadre de cette proposition de loi le fait de protéger ce type de personnes qui venaient à faire remonter l'existence dans une entreprise X ou Y de propos antisyndicaux tenus, parce que ça serait une manière d'assainir le dialogue social dans l'entreprise. Donc, sur ce point-là, il nous semble important, du point de vue là, si on se pose du point de vue du côté du syndicat, de prendre en compte ces faits et qui devraient faire l'objet d'une protection du lanceur d'alerte. Ensuite, sur la procédure de signalement, dans la directive, il n'y a pas de procédure interne qui est exigée avant tout signalement externe. À moins que j'ai mal compris le sens de la proposition de loi, mais il me semble que la procédure interne est toujours maintenue dans le cadre de la législation française. Alors, elle est maintenue, mais elle n'est pas séquentielle. C'est-à-dire que le lanceur d'alerte peut saisir directement le canal externe. Contrairement à SAPAR 2, où il y avait d'abord le canal interne et après le canal externe. Mais de ce que j'ai compris, il y a quand même l'obligation de saisir le canal interne dans certaines entreprises, non? On supprime totalement? On supprime totalement l'obligation de… Oui, donc en fait, il pourrait être… C'est séquentiellement d'abord par le canal interne, puis par le canal externe. Donc pour être clair… Un lanceur d'alerte peut directement saisir un canal externe. Donc pour être clair, le choix du canal, que ce soit une procédure interne ou externe, dépend uniquement du lanceur d'alerte. Oui. D'accord. Pourtant, j'ai eu du mal à bien comprendre ce point-là dans la proposition de loi, et ça reviendra peut-être par rapport à une critique que je formulerai par la suite. Mais je vais rejoindre mes autres collègues sur cette notion de mise en place d'une procédure interne d'alerte qui, comme on l'indique, doit rester facultative. Et dans la proposition de loi, il est fait état d'une consultation le terme exact, c'était, je reprends, la consultation des instances de dialogue social. Alors, c'est vraiment pas très, très clair au niveau de la définition dans la loi. Et il nous paraît important et même nécessaire que cette mise en place se fasse dans le cadre d'une négociation avec les partenaires sociaux, avec les interlocuteurs sociaux, et que en dehors du cadre de la mise en place qui devrait faire l'objet d'une négociation, donc je rejoignais certaines personnes qui disaient que ça devrait rentrer dans les thèmes de la négociation obligatoire. En ce qui concerne, donc ça c'est la mise en place, mais en ce qui concerne le suivi de la procédure d'alerte, pour ce qui est de l'analyse et le suivi des traitements des pratiques dénoncées, il nous semble important de également y inclure les IRP, donc les institutions représentatives du personnel. Bon, maintenant, on parle essentiellement du CSE, sur donc le suivi et l'analyse des pratiques dénoncées. Il faudrait donc que ces IRP soient partie intégrante de ce processus d'alerte dans le suivi et l'analyse, puisqu'on comprend très bien que certains signalements peuvent avoir mettre en jeu la pérennité de l'entreprise. Donc, ce type d'alerte devrait faire l'objet non pas seulement d'une consultation annuelle, mais véritablement d'une analyse et d'un suivi au sein des IRP. Ça doit aller, à notre sens, au-delà d'une simple consultation et qu'il y ait véritablement un suivi de la procédure au niveau des IRP. Enfin, non. On s'interrogeait aussi sur l'auteur du signalement, puisqu'en fait, il est fait expressément référence à l'idée que ça doit être une personne physique. Et on s'interrogeait sur la raison pour laquelle ça ne pourrait pas être une personne morale. Est-ce qu'il y avait une
raison particulière qui faisait qu'on ait exclu cette possibilité, parce qu'on comprend à la lumière des auditions de mes collègues que alerter, c'est forcément s'exposer à des risques de pression très fortes. Et à notre sens, une structure telle qu'une personne morale, si elle était amenée à pouvoir effectuer un signalement ou être protégée en tant que telle, elle a plus de facilité à résister aux pressions diverses qu'une personne physique. Cette notion aussi d'exigence d'une procédure d'alerte, enfin, pour l'auteur du signalement qu'il ne fasse pas l'objet d'une contrepartie financière directe, ça interroge aussi sur cette action de désintéressement, puisque on y voit, pour notre part, un frein à un signalement qui pourrait quand même s'avérer utile pour la société prise dans son entièreté. Donc, cette notion de désintéressement, même si à l'époque, d'après ce que j'ai cru comprendre au niveau des débats parlementaires, c'était une volonté de ne pas s'inscrire dans les logiques telles qu'on pourrait le connaître dans les pays anglo-saxons, exclure la protection parce qu'il y aurait un intérêt particulier, ça nous semble être un frein à des éventuelles alertes, déjà qu'on reconnaît qu'elles sont extrêmement difficiles à mettre en place. Donc, d'autant plus, et on viendra par la suite, si le législateur ne met pas en place une sorte de fonds ad hoc qui viserait à aider financièrement dans tous les cas de figure le lanceur d'alerte. Donc, en gros, le lanceur d'alerte, il part un peu tout seul, il fait son alerte et puis il n'y a pas véritablement de protection pour lui si on ne crée pas un fonds ad hoc. C'était une idée qui avait été développée par certains parlementaires. Donc, je vais aborder tout de suite cette idée du fonds ad hoc, c'est-à-dire l'idée, puisqu'en fait, le lanceur d'alerte va s'impliquer psychologiquement et financièrement dans une procédure qui est bien souvent longue et épuisante. Et cette idée de créer un fonds ad hoc ne nous semblait pas une idée totalement idiote, qui pourrait se baser sur une cotisation à la charge des entreprises qui viserait à soutenir financièrement le lanceur d'alerte, que sa situation financière se soit dégradée ou non. Oui, je vais vous demander de bien vouloir conclure. Je vous laisse bien sûr finir, mais par respect du temps de parole pour chacun, sinon on va être un peu court. En tout cas, oui, finissez mais je fais au plus vite, dans le même temps que la CGT, mais je fais au plus vite. Donc, je vais accélérer, mais je vais quand même exprimer mes idées. En soi, la législation, on pense qu'en fait, elle est beaucoup trop complexe, et ça a été relevé par certains parlementaires, la complexité de la loi, qui, au risque d'être… Elle se devrait d'être plus simple et plus facilement compréhensible pour être véritablement efficace. Parce qu'en fait, c'est vrai que pour un lanceur d'alerte, il est parfois difficile de connaître ses droits et ses obligations, et au risque de dissuader donc une personne d'exercer ce droit et de vouer à l'échec la politique que tout le monde partage de lutte contre la corruption, des atteintes à l'environnement et de tout ce qui est protection des libertés individuelles. Donc, je pense qu'à multiplier les cas d'exonération ou à multiplier les situations et à rendre de moins en moins intelligible la loi, on risque d'avoir un effet contre-productif. Parce que c'est vrai que jusqu'à l'heure actuelle, pour le moment, le lanceur d'alerte, ça n'a pas été un dispositif très utilisé. Donc, j'alerte en fait les parlementaires sur cette idée de simplification et de ne pas poser de freins trop excessifs. Et donc, cette idée de ne pas poser de freins trop excessifs, je reviens à l'idée qui a été développée par notamment certains collègues sur les condamnations civiles et pénales, qui, à nos sens, devraient être plus fortes, notamment pour empêcher les procédures bâillons et les représailles, puisque quand on est dans des alertes, des fois, qui sont véritablement conséquentes, ce n'est pas les faibles condamnations civiles ou pénales qui arrêteront les sociétés, voire certaines grandes sociétés multinationales, dans les procédures bâillons et les représailles. Raison pour laquelle donc j'en reviens à l'idée de créer un fonds ad hoc pour aider et soutenir financièrement
le salarié lanceur d'alerte, quelle que soit sa situation financière, qu'elle soit dégradée ou non. C'est bien. Juste, et puis on passera à la personne suivante. Voilà. Et juste donc pour terminer, sur la responsabilité civile et pénale, eh bien, il faudrait une véritable responsabilité civile et pénale qui ne doit pas être encourue, puisque même si on est en phase d'une infraction pénale autonome, il ne faut pas voir ça comme comme le relevait la CGC. Il peut y avoir des risques pour les cadres qui sont soumis à un devoir de loyauté. Sur l'obtention et le stockage des informations, il faut véritablement qu'il n'y ait pas de responsabilité civile ou pénale qui puisse être encourue de manière X ou Y, puisqu'on est dans une situation où c'est nécessaire dans une société démocratique. Il ne doit pas y avoir de freins excessifs et comme on pourrait dire, même si ça pourrait choquer certains, la cause justifie les moyens. Enfin, sur la loi organique, sur les missions du défenseur des droits, donc avec cette mission qui lui serait confiée du suivi, de l'orientation, du traitement des alertes qui lui sont signalées. Alors, le défenseur des droits, c'est très bien de le doter de cette fonction. La seule chose, c'est qu'on aimerait, pour éviter de noyer encore un peu plus le défenseur des droits, alors qu'il a des missions qui sont essentielles pour la société, c'est de lui allouer véritablement dans la loi organique un budget spécifique qui soit dédié à cette mission, le doter expressément dans la loi de moyens humains et financiers suffisants pour exercer cette mission, puisque au risque de multiplier les missions dévolues aux défenseurs des droits sans véritablement budget alloué et inscrit dans la loi, qui plus est dans une loi organique, ce serait encore mieux, on risque de le noyer encore un peu plus dans ces missions, au risque de... Si on le sait, le défenseur des droits, il y a effectivement une grande complexité juridique sur le sujet, notamment avec la mission constitutionnelle. Mais je prends bien votre point. Merci, M. Glacier. Je vous en prie. Nous allons passer à M. Benoît Test, secrétaire de la FSU, qui est ici en présentiel. Ça fonctionne, je parle de micro là. J'appuie, ça s'éteint. Ah oui, attendez. Alors on commence là. Ah voilà, ça y est. Excusez-moi, c'est bon. Voilà, j'avais pas sur mon bouton. Alors pour commencer donc sur mes fonctions, je pense je n'entraîne pas de conflit d'intérêt quelconque, mais donc, je suis secrétaire général de la FSU, Fédération syndicale unitaire. À ce titre, j'ai une décharge d'activité de service qui n'est pas totale d'ailleurs de 80%. Et du coup, sur les 20% restants, je suis professeur d'histoire-géographie au lycée Sugère à Saint-Denis. Et la FSU participe aux activités de la Maison des lanceurs d'alerte. C'est pour ça que je vous rassure un peu, je pense aller assez vite, puisque beaucoup de choses ont été dites, notamment par Sophie Binet et par la CGT, mais avec des propositions qui étaient reprises ici ou là et que nous partageons complètement. Hein. Nous avons été signataires de tribunes sur la préoccupation générale sur les lanceurs d'alerte. Juste un petit point, d'abord pour dire quand même que la FSU est très attachée à la protection des lanceurs d'alerte et donc salue la proposition de loi, véritablement, qui contient un certain nombre d'avancées, qui vont d'ailleurs permettre peut-être de rééquilibrer un certain nombre de reculs qu'on a observés lors de cette mandature. Hein. Je pense ici à la loi sur le secret des affaires, qu'on a considéré, nous, qu'on a analysé, nous, comme un recul par rapport aux possibilités et aux droits des lanceurs d'alerte, hein, puisque ce sont quand même des sanctions pénales pour toute personne qui rend publiques des informations sur les entreprises, et du coup, y compris en matière de santé, environnement, etc. Et puis, effectivement, ça peut rééquilibrer les choses sur, ça a été dit par Sophie Binet, sur une utilisation parfois abusive du devoir de réserve dans la fonction publique. Donc, sur les éléments, alors je redis, hein, on partage beaucoup de ce qui a été dit. Comme on est représentatif dans la fonction publique, je m'arrêterai en quelques mots sur la problématique agent public, parce qu'elle n'est pas simple, effectivement, elle est un peu particulière et elle n'est pas complètement identique à celle du privé. Ceci dit, nous, on salue, comme on l'avait fait lors de la loi Sapin, le fait que les agents publics soient concernés par cette proposition de loi.
on pense que le fait de protéger les lanceurs d'alerte, les salariés du privé via la prise en charge des frais de justice, en gros, qui est contenu dans notre proposition de loi, ça devrait également concerner les agents publics et il faudrait sans doute rappeler les possibilités de protection fonctionnelle ou ouvrir les possibilités de protection fonctionnelle. Alors, je ne sais pas si ça relève de la loi ou si ça relève après de cette proposition de loi ou de décret d'application et en tout cas qui permettrait de transposer ces possibilités pour les agents publics. Nous pensons également que la problématique des canaux de signalement est la même que pour celle du privé. Et donc, la question des canaux de signalement, de la consultation des instances représentatives du personnel, de la connaissance tout simplement des procédures de signalement est importante. Là aussi, ça ne relève pas de la proposition de loi, mais c'est plutôt une note pour plus tard. C'est-à-dire que pour nous, il faut absolument clarifier les droits et obligations en matière de signalement, parce qu'il ne faudrait pas introduire du flou dans les droits et obligations du fonctionnaire. Le lancement d'alerte, c'est une possibilité, mais ce n'est pas une obligation d'abord, et les obligations demeurent pour les agents publics, et notamment les obligations de signalement, comme elles demeurent d'ailleurs pour l'ensemble des citoyens, mais dans la fonction publique, il y a peut-être une problématique un peu particulière qui nécessiterait que les circulaires précisent les canaux de signalement, les droits et devoirs exactement, et puissent du coup faire un point sur ces questions-là. Encore une fois, ce n'est pas forcément de l'ordre de la loi. Ici, et puis on avait un troisième point très spécifique fonction publique. Aujourd'hui, à l'issue de la loi Sapin, les petites collectivités ne sont pas concernées par la mise en place de procédures de signalement. On ne comprend pas cette limitation. Il y a des moyens de mettre en place des procédures de signalement via les centres de gestion qui mutualisent la gestion de plusieurs agents publics, de plusieurs collectivités. Et du coup, pour nous, il pourrait y avoir une avancée dans le fait de faire en sorte que soient concernés également les agents des petites collectivités qui, pour l'instant, n'ont pas les éléments pour relever des procédures appliquées à l'ensemble des agents publics. Voilà. Après, on aura peut-être des réinterventions, mais je dis l'essentiel de ce qu'on portait. Juste quand même un mot sur l'existant. C'est vrai que la procédure d'alerte est peu utilisée, elle est peu connue. À l'occasion de la loi Sapin, il y avait eu des décrets d'application dans la fonction publique avec nécessité de consultation des instances des comités techniques. La nomination de référents lanceurs d'alerte et du coup des engagements qui avaient été pris qui se traduisent quand même très peu dans les faits. On a peu connaissance de ces problématiques et ça renvoie à un problème plus général de formation des agents publics sur la déontologie, sur les possibilités qui existent et dont il faut qu'ils se saisissent. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous avons également l'UNSA avec Madame Émilie Trigault, je crois. Oui, c'est ça, je suis là. Bonjour à toutes et à tous. Alors, en préalable, donc moi, je suis professeure des écoles, voilà, fonctionnaire d'État. Je suis en décharge syndicale à temps plein. Je suis secrétaire nationale de l'UNSA, en charge des questions de droits et libertés, de lutte contre les discriminations et d'égalité femmes-hommes. Donc, voilà. Et puis après, sur le sujet en tant que tel, alors, il est évident que de passer en dernier, ça va aussi raccourcir un peu mon intervention, puisque il y a de grandes choses qui ont été dites et avec lesquelles nous sommes évidemment en accord. En préalable, je tiens à dire que l'UNSA salue les progrès incontestables qui sont présents dans cette loi, même si évidemment, ça n'apportera pas une protection complète garantie d'un lanceur d'alerte, mais les progrès sont incontestables et nous sommes bien contents de pouvoir en discuter aujourd'hui, mais y compris de pouvoir avoir cette loi par la suite. Alors, pour aller assez rapidement, et c'est en très grande partie des choses qui ont déjà été dites, évidemment, on a noté qu'il était intéressant évidemment d'élargir la protection du statut du lanceur d'alerte aux facilitateurs et notamment en ce qui nous concerne aux organisations syndicales, et cela
pour deux choses. D'abord, laisser avoir cette protection pour les organisations syndicales, mais aussi, et ça a déjà été dit, pour protéger l'anonymat d'un salarié qui souhaiterait le rester. Voilà. Ensuite, on considère de manière positive tout le côté du soutien économique et psychologique qui est enfin pris en compte pour un lanceur d'alerte. À ce titre, on considère d'ailleurs que l'allocation de provision à la charge de l'autre partie lorsque le lanceur d'alerte est inquiété est un élément qui peut s'avérer efficace contre les sanctions abusives à l'encontre des lanceurs d'alerte. Donc ça, on souhaitait souligner le caractère positif de cette proposition. On pense aussi, alors ça c'est peut-être une réflexion, on se disait que il y a une zone de perte de garantie et de protection lorsqu'on exclut tout ce qui relève du secret défense, du secret médical, du secret des délibérations judiciaires, etc. Et il est mis dans la loi, sauf dérogation. Et on pense qu'il serait utile de préciser vraiment ce qui est inclus ou exclu pour qu'on sache exactement dans quel domaine les lanceurs d'alerte peuvent se situer, parce que sinon, il reste un flou qui permet de plus savoir exactement... il reste un flou et on n'aime pas trop quand il y a des flous dans les textes de loi. Par ailleurs, alors un peu dans la même veine que ce que venait de dire Monsieur Test pour les petites communes, on considère qu'il faut aussi qu'on puisse préciser des mécanismes de canaux internes pour les entreprises de moins de 50, puisque jusqu'à maintenant, on parle vraiment des entreprises à partir de 50 salariés, mais on pense qu'on ne doit pas, on ne peut pas exclure les alertes potentielles dans les entreprises de moins de 50. Et puis, on considère aussi que la consultation des organisations syndicales, c'est bien, mais que les négociations, c'est mieux. Et qu'effectivement, intégrer ces questions-là dans les négociations annuelles obligatoires, au même titre que les négociations sur les salaires, nous semblerait plus que utile. Et puis, je pense que j'ai à peu près tout dit, d'autant plus que j'étais assez en accord avec ce qui avait été dit précédemment. Donc, je pourrais compléter par la suite des discussions. Mais dans un premier temps, j'ai dit ce que l'UNSA portait. Très bien. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup pour vos interventions. Je vous propose quand même de rebondir sur ces 8 points. On a tout noté. Hein, ces 8 points sur lesquels je réagis ne sont qu'une réaction à chaud. Mais deux personnes là qui notent vos propos qu'on étudiera aussi à tête reposée. Peut-être quelques réactions. La première sur les facilitateurs personnes morales ou sur les lanceurs d'alerte personnes morales. Moi, je fais le choix de ne pas mettre le lanceur d'alerte comme personne physique ou morale. Je sais que c'est d'entre vous. Pour deux raisons, parce que la même loi qui protège les personnes physiques et les personnes morales, je pense que ça ne marche pas. Et que j'ai vu des femmes et des hommes dont la vie était broyée parce qu'ils avaient lancé une alerte. Je n'ai pas vu de personne morale dont la vie était broyée. Donc, je pense que la bonne solution, c'est ce rôle de facilitateur. Il y a beaucoup d'opposition à ce que le rôle de facilitateur puisse être une personne morale. Je pense que c'est la juste ligne de crête entre, d'une part, les demandes de beaucoup d'associations, vous avez fait l'écho de syndicats, pour que les lanceurs d'alerte puissent être une personne morale, et d'autre part, de ceux qui ne voudraient pas voir le facilitateur comme personne morale. Je pense qu'on est sur une bonne ligne de crête. En tout cas, je me suis forgé cette conviction, je ne l'avais pas à l'origine, au fil des mois de travail qu'on a pu avoir sur le sujet. Deuxième point, alors effectivement, sur la consultation, là aussi, j'avoue que je suis à peu près sur la même ligne de crête. Au départ, on parlait avec le Conseil d'État, la seule obligation, c'est une information. Et c'est plus cohérent avec le droit du travail en réalité. Cela dit, je pense que ce n'est pas suffisant et je pense qu'il faut un avis des partenaires sociaux, d'une part parce que ça oblige à un dialogue et ça oblige aussi les partenaires sociaux à s'approprier le sujet, hein, et pas être juste spectateur d'une information, mais évidemment exprimer un avis, on peut circonstancier et puis travailler sur la copie qui est indiquée. Je ne pense pas que ça ait sa place dans les négociations annuelles, hein, pour tout vous dire, parce que procédure, évidemment, il faut revoir régulièrement ces procédures. Enfin, ça me semble très différent d'une négociation salariale annuelle, d'un accord. Donc là aussi, c'est la ligne de crête que j'ai définie qui m'a convaincu au fil des différentes discussions.
Sur, sur la procédure de sauvegarde spécifique, je comprends, mais ce n'est pas le périmètre. Et je ne pense pas que ça puisse être inclus dans une proposition de loi sur les lanceurs d'alerte, puisque les procédures de sauvegarde sur l'intérêt stratégique et sur le dispositif qui était proposé, sans me prononcer sur le dispositif en lui-même, et ne relèvent pas d'une atteinte au droit, relever d'une atteinte à ce que le syndicat peut considérer comme l'intérêt ou la stratégie de l'entreprise, mais pas comme quelque chose d'illégal. Donc pour moi, ça doit être décorrélé. Sur le droit d'asile, question très importante, j'ai pris position d'ailleurs sur le cas de messieurs Salassem et Snowden, mais d'abord, en droit français, le fait d'être lanceur d'alerte rentre pleinement dans les logiques de droit d'asile. Sauf que pour demander le droit d'asile, il faut être sur le sol français. Ça, c'est une règle inamovible. Sinon, vous auriez 2 millions de demandes de 2 millions de personnes dans 2 millions de pays et 2 millions de dossiers à instruire avec des référés, avec des recours, et c'est bien sûr pas possible. En revanche, je propose, c'est hors sujet de notre discussion, mais je propose clairement et je milite pour un droit d'asile européen sur les cas les plus emblématiques. Je pense que l'Union européenne s'honorerait à mettre en place, dans le cadre de ses valeurs de l'état de droit et humaniste, une procédure inventée, nouvelle, qui permette de définir ce statut européen de lanceur d'alerte et de travailler d'asile en fonction de ça, mais ça dépasse complètement le cadre de cette proposition de loi, bien sûr. Si un jour on retraite le sujet au niveau européen, ça pourra faire l'objet des discussions. Je vais réagir aussi donc, sur l'avis ou consultation, j'en ai parlé. C'est vrai que sur la notion de sanction et la réponse à des sanctions, moi je considère que la sanction pénale, j'ai entendu certains dire qu'elle est inopérante. Moi je pense qu'au contraire elle est très opérante. J'ai été mandataire social d'une entreprise, les cas de harcèlement, si on n'y met pas fin en tant que mandataire social, relève du pénal. C'est quand même extrêmement dissuasif pour une personne physique, un directeur d'une entreprise, de se dire tiens, mais attends, si je me loupe là-dessus, je suis pas juge à titre personnel, pénal. Et je sais bien qu'on met jusqu'à 3 ans de prison, 2 ans de prison. Enfin, harcèlement aggravé et ne pas agir en tant que mandataire social, vous risquez d'être condamné à du pénal, de la prison avec sursis. Enfin, donc pour moi, c'est une arme nucléaire qu'on sort, elle est extrêmement puissante. J'entends qu'elle n'est peut-être pas suffisante parce qu'on peut dire qu'elle n'est pas forcément activée, etc. Enfin, quand même, moi j'ai été dans la situation de mandataire social et je le redis, je ne joue pas et ne rigole pas au titre quand on est menacé personnellement de sanctions pénales. Enfin, c'est quand même. Voilà, alors, mais j'entends le fait que c'est peut-être pas opérant, moi je suis persuadé que c'est. Enfin, certains seraient ravis si on supprimait, aucun doute. Mais je pense que c'est une réponse extrêmement importante dans la réponse aux sanctions. Je voulais réagir aussi sur le secret des sources, parce que c'est un sujet qu'on a vraiment évoqué. Alors, j'y suis opposé. J'y suis opposé parce que le secret des sources, c'est aujourd'hui pour la profession de journaliste, c'est dans le cadre d'une charte éthique, c'est dans le cadre d'une profession, c'est dans le cadre d'un ordre, c'est dans le cadre de toute une série de dispositions qui permettent d'appliquer la notion de secret des sources, qui fait qu'un journaliste n'a pas à donner ses sources, etc. L'appliquer à chacun des élus ou à chacun des responsables qui sera en situation c'est des gens qui n'ont pas le même ordre, qui n'ont pas un ordre, qui n'ont pas une profession, qui n'ont pas des obligations, qui n'ont pas la même logique des journalistes. Et franchement, pour en avoir parlé aussi avec les journalistes, l'idée est séduisante, mais je pense qu'elle n'est pas opérante. Et je pense qu'on ne peut pas étendre le secret des sources des journalistes. Encore une fois, avec tout son arsenal, toutes ces juridictions, des lois sur la protection de la presse, qui sont évidemment des étendards et des emblèmes dans notre société, on ne peut pas l'étendre considérément, et je pense que ce n'est même pas, c'est pas souhaitable en fait. Et je pense que ce n'est même pas possible, encore une fois, parce que le secret des sources, c'est pas juste je fais ce que je veux, je dis rien. C'est une obligation, des sanctions lorsqu'elles sont, enfin vraiment, toute cette logique de l'ordre des journalistes, enfin, voilà, de cette
d'éthique, de cette charte, de tout ça, n'existe pas, il n'y a pas d'équivalent. Et on dirait, si je m'occupe d'un dossier de lanceur d'alerte, alors j'ai le droit de donner mes sources. Bon, c'est un sujet compliqué, y compris en justice, et qui relève d'une complexité qu'on ne saura pas gérer au niveau du PPL. Ça nécessiterait de toucher, en réalité, à la loi sur la liberté d'expression et sur la protection de la presse, parce que c'est elle qui définit le cadre du secret des sources. Et ça nécessiterait des mois et des mois de travail. Mais j'entends, c'est vrai que. Alors, il y a quand même une protection énorme, hein, c'est qu'on n'a pas le droit de divulguer l'identité d'un lanceur d'alerte sans son accord. Donc, on ne peut pas non plus balancer comme ça, parce que l'employeur aurait une information, balancer l'identité. Bon. Donc, j'entends, je ne pense pas qu'il y ait de solution simple. En tout cas, le privilège au sens positif du terme des journalistes ne peut, à mon sens, en droit, ne peut pas être étendu de cette façon-là. J'en viens aux 5 secrets, qui sont un point. Alors, ce n'est pas une régression en termes de droit, hein, ce sujet-là. C'est vrai que les 5 secrets sont dans la directive. En fait, on fait un progrès énorme par rapport à ça dans ce texte, dans la proposition. Donc déjà, ce n'est pas une régression parce qu'en réalité, le secret d'instruction s'appliquait déjà. Dans Sapin 2, vous ne pouvez pas briser le secret d'instruction au motif du fait que vous êtes lanceur d'alerte. Donc c'est des points de droit, hein, que des juristes beaucoup plus compétents que moi ont clairement établis. Donc il ne s'agit pas factuellement d'une régression d'un point de vue juridique, hein, je ne parle pas. Voilà. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on en rajoute 2 et on a l'impression qu'on limite tout le périmètre. Ce n'est pas le cas. En réalité, on l'augmente sur un axe qui pour moi est extrêmement important, c'est que le droit autorise des aménagements au sein du secret. C'est le cas le plus emblématique sur le secret médical, dès qu'il s'agit des enfants, le secret médical qui tient, etc. Ce droit des secrets va évoluer dans l'avenir, il n'y a aucun doute. On parle du secret des forces nationales, jusqu'où il doit être opérant ou pas, quand on parle de vente d'armes, d'activités commerciales, jusqu'où ça ne s'applique pas. Donc tout ce droit va évoluer. Ce que j'introduis, et qui est une nouveauté par rapport à Sapin 2, c'est que dès lors que le droit évolue avec des dérogations, alors c'est un domaine aussi ouvert au lanceur d'alerte. Ce qui est pour moi la meilleure façon, d'abord la plus habile et la plus pertinente, à mon sens, de se positionner. C'est-à-dire que, évidemment, si je me mettais à dire bon, alors, sur le secret de la défense nationale, on peut exclure tel ou tel sujet, enfin, on voit bien qu'on serait sur un terrain voué à l'échec. Et je pense qu'en revanche, ouvrir à chaque fois que la loi ouvre, et je vous garantis que quand elle le fait de façon très prudente, en ayant analysé, en rebondissant sur des décisions de jurisprudence, en toute une analyse, mais à chaque fois que le droit évoluera sur l'un de ces motifs-là avec des clauses de dérogation qui existent déjà pour certains endroits, alors elles seront de facto ouvertes aux lanceurs d'alerte. Ce qui me paraît être la meilleure solution, en tout cas, je pense que c'est la meilleure solution qu'on a retenue à cet égard. Je dois aussi dire que sur la thématique du secret, certains ont dit qu'il faut lever tous les secrets, c'est impossible de lever tous les secrets, et quand on creuse le sujet, on voit que ce serait fou, et que ce serait, par exemple, le secret entre l'avocat et son client. Si on disait, bon, il suffit d'annoncer une alerte, je balance ça sur la place publique, et puis je suis protégé, mais ça, c'est absolument pas possible. Et d'ailleurs, on a eu une réunion avec les représentants de nombreux partis politiques, de droite comme de gauche, qui ont convenu sur le fait qu'il ne faut pas avoir une vision qui est séduisante en disant voilà, vous allez balancer des alertes sur tout et pas de secrets qui tiennent. Non, il y a des secrets qui tiennent. Et encore une fois, je vous donne un exemple tout simple, hein, l'avocat il est là pour défendre son client, s'il a la preuve qu'il est coupable, eh ben, il ne va pas pour autant lancer une alerte, et l'assistante du bureau de secrétaire des avocats ne va pas lancer une alerte pour trahir le secret de la relation entre le client et son avocat, alors qu'on pourrait dire si, on lanceur d'alerte. Donc vous voyez, il faut être très vigilant sur ça, et en tout cas, je suis évidemment très opposé à ce qu'on... Mais je crois qu'on fait une avancée majeure, je dis, sur ce texte avec les dérogations prévues par la loi pour aujourd'hui et pour demain. Sur les propos antisyndicaux, alors ça m'a intéressé, mais alors ce n'est pas un délit d'avoir un propos antisyndical, M. Blessier, donc je pense qu'on ne pourra pas évidemment étendre au lancement d'alerte, ce n'est pas un délit. On a le droit d'être anti-président de la République,
anti-député, anti-syndicat, anti-patronat, anti tout ce qu'on veut. Et c'est la liberté propre à chacun. Donc on a le droit de tenir des propos aussi anti-syndical, anti-patronal, anti-présidentiel et en tant que député, anti-politique. J'en entends certains, si vous voulez, je peux m'en faire écho. Donc c'est pas un délit, donc ça pour moi pas sa place dans la logique, même si je comprends que ça peut causer des situations de crispation, mais on ne peut pas le rentrer dans une logique de délit quelconque. Très intéressant le point sur la rémunération. L'argument, et certains le portent, pas beaucoup dans le monde syndical d'ailleurs, mais qui consisterait à dire pourquoi empêcher les rémunérations, les contreparties financières directes, parce que ça nous prive de révéler quand même des problématiques. Alors, il y a un aspect culturel, il y a un aspect aux États-Unis, on a le droit, vous pouvez être chasseur de primes et l'entreprise A peut rémunérer un lanceur d'alerte de l'entreprise B concurrente pour lancer des alertes. Bon, moi, j'y suis totalement opposé parce que ce serait d'abord au très grand préjudice des vrais lanceurs d'alerte, ceux qui risquent leur vie, qui le font, leur vie au sens de voir leur vie broyée ou significativement impactée. En tout cas, ceux qui ont le courage de rendre public une atteinte au droit, je pense que la réaction serait très, très négative si on disait que certains sont rémunérés pour ça et qu'on les considère comme des chasseurs de primes. Parce qu'évidemment, il y aurait une suspicion directe et immédiate. Tu lances une alerte, tu as été rémunéré par qui, combien, quoi, vous n'êtes pas obligé de le dire. Donc, je pense que ce serait. En tout cas, je suis personnellement opposé et je pense que ce serait vraiment pas souhaitable. En revanche, c'est vrai que c'est un sujet. Avant, on avait désintéressé. Nous, on pense, mais Transparency nous a aussi interrogé sur ça, on pense que le terme de désintéressé était trop sujet à caution. Une personne qui s'était engueulée avec son employeur, qui avait été sanctionnée l'année d'avant, elle lance une alerte. Ah, mais vous n'étiez pas désintéressé parce que justement, vous étiez encore au prud'homme et vous aviez attaqué sur le truc de vos temps de retard, je crois. Est-ce que la personne est désintéressée ou pas? Je pense qu'il y a une interprétation qui n'est pas en faveur du lanceur d'alerte. Parce qu'on peut toujours trouver, on peut trouver, peut-être, dans certains cas, des oppositions qui tendraient à dire oui, vous n'étiez pas désintéressé, puisque vous étiez déjà en affrontement avec votre employeur, par exemple. Et je crois que ce serait problématique de garder cette notion de désintéressé de la loi Sapin 2. Donc, on progresse en la matière. En revanche, je ne veux pas ouvrir la porte aux chasseurs de primes. Et ça, c'est plus culturel en droit français, mais se dire qu'on peut être rémunéré pour lancer des alertes par une personne morale, une entreprise qui aurait intérêt à déstabiliser l'entreprise dans laquelle l'alerte est lancée, pour moi, ça me choque et c'est très contraire, encore une fois, à l'engagement et au témoignage que j'ai pu voir des lanceurs d'alerte qui ont pris des risques. Alors, le secret des affaires, juste une précision, j'ai testé. Alors, le secret des affaires, dans le texte du secret des affaires, ce secret n'est absolument pas opposable au lanceur d'alerte. Il n'est pas opposable au lanceur d'alerte. Et c'est très méconnu, c'est une discussion de droit qui est très méconnue. Je ne sais pas si tu as le texte exact, mais c'est explicite. Complète avec l'article 11 de la Constitution. Voilà. Alors, cela dit, effectivement, ça ne fait pas partie des 5 domaines de secret. Donc, ça tue toute ambiguïté qu'il pourrait y avoir. Et oui, Thomas, tu disais. C'est l'article 151-8. Tu peux peut-être nous lire. Enfin, en tout cas, bon, voilà, article code de commerce 151, quoi. Tirez-le, vous le regardez, mais en tout cas, effectivement, le fait de ne pas le retenir dans les 5, puis le match, qui est une préoccupation que vous exprimez, qui était très, très souvent exprimée dans le débat. Voilà, il y a beaucoup d'autres sujets que je n'ai pas abordés, que je regardais en détail, notamment sur les agents publics, sur l'échelon local versus grande entreprise, échelon centralisé. Je ne sais pas s'il faut être prescriptif dans l'échelon, c'est-à-dire de dire s'il y a
un établissement, au sens un SIRET, au sens plus de tant de salariés, alors il va aussi avoir sa propre procédure. J'en sais rien, on va dire. Je suis aussi partagé. Et je ne suis pas convaincu qu'il faille le déterminer plus précisément. Je ne sais pas si vous avez des réflexions sur ça. Alors, moi, ce que je voudrais quand même dire, c'est qu'une entreprise aujourd'hui, enfin demain, si on vote ce texte, pardon, elle aura tout intérêt à avoir un canal interne performant. Ce n'était pas le cas avant. Avant, on pourrait toujours dire, bon, bah, si le canal n'est pas performant, s'il n'est pas fiable, s'il filtre les informations n'importe comment, ben, c'est au détriment du lanceur d'alerte puisqu'il est obligé de passer par là. Aujourd'hui, le canal interne est directement, enfin demain, pardon, si c'est très voté, il faut que je change ma façon de dire. Ben, le canal interne est directement en concurrence avec un canal externe qu'on peut saisir directement et tout de suite. Donc, une entreprise qui ferait un canal interne défaillant, qui n'inspire pas confiance, qui ne fonctionne pas, qui n'est pas efficace, ben, elle serait immédiatement sanctionnée parce que la personne irait directement en externe, sur le canal externe. Donc, je crois que ça, c'est la première autorégulation qu'on a. Et je vous rappelle que si une entreprise omet de mettre en place un canal interne, chaque salarié peut saisir, ou les syndicats peuvent saisir le juge pour constater et faire constater qu'il n'y a pas de canal interne. Et du coup, le juge agira de la même façon que lorsqu'il n'y a pas d'élection représentante du personnel. Si une entreprise oubliait ou omettait ou ne voulait pas organiser des élections, par exemple, il serait rattrapé très vite et une décision du juge le contraindrait. Voilà pour les quelques réflexions. Peut-être je vous laisse la possibilité d'une ou deux dernières prises de parole. On a 2-3 minutes encore. Est-ce qu'il y avait des points que vous souhaitiez rajouter? Oui, je vois. Oui. Oui, Madame Salis, allez-y. Oui, merci. Déjà, pardon, j'ai oublié des données. Donc, je suis mandatée secrétaire nationale à la CFDT cadre d'abord, mais oui, j'ai représente aujourd'hui ma confédération, donc la CFDT. Et deuxième chose, je suis membre du Comité économique et social européen où j'étais rapporteur de l'avis de Mme Rosier donc, sur cette directive. Donc, voilà, c'est à ce titre qu'on vous connaissait déjà, effectivement. Voilà, voilà. Et troisième, je suis salariée d'Orange, où j'ai eu la possibilité d'être consultée sur la loi devoir de vigilance et donc de mettre en place un dispositif. C'est l'entreprise en réalité qui l'a mis en place. Et d'ailleurs, j'ai rebondi là-dessus tout de suite par rapport à un canal qui peut être centralisé. C'est vrai que dans une multinationale, il peut y avoir beaucoup de sujets, comme par exemple la langue. Lorsqu'une entreprise est implantée dans différents pays, un salarié qui est en Afrique, anglophone ou en Roumanie ou en Pologne ne maîtrise pas forcément, par exemple, les Français. Et donc, ces dispositifs ne vont pas très loin parce que parfois, il n'y a même pas prévu qu'il y ait, par exemple, une diversification et la possibilité pour le lanceur d'alerte d'alerter dans sa langue maternelle. La deuxième chose, M. Wasserman, que je voulais... parce que je vais devoir faire dans 3 minutes. Oui. Deuxième chose, c'est la négociation. On ne demande pas qu'elle soit annuelle, bien évidemment. Oui, d'accord. Négociation d'un accord. Signifie un suivi, un traitement. Voilà, et donc un droit de regard. Et troisième question, me semble ne pas avoir entendu rien sur les référents, ou peut-être il y a eu des communications interrompues. Et la dernière, c'est est-ce que vous pensez que la loi ou votre loi puisse être débattue et quand, adoption idéale? L'objectif, c'est que ce soit avant la fin du mandat, pas avant le décembre. Je pense qu'elle ira au Sénat, vu l'agenda en janvier probablement. Il y a peu de pays qui ont transposé déjà, tous les pays, nombreux pays sont en retard. Nous, on aura de toute façon voté à l'Assemblée en première lecture. C'est probable que ce soit au Sénat en janvier. En tout cas, il faut finir en fin février. C'est impératif. Voilà. Sur la CGT, j'avais une intervention de Mme Binet.
Oui, je voulais très rapidement revenir sur la question des personnes morales. L'enjeu pour nous, c'est vraiment de mieux protéger les lanceurs d'alerte. On a bien entendu que vous ne souhaitiez pas que le lanceur d'alerte puisse être une personne morale. Bon, c'était dans votre rapport au niveau européen, mais bon, dont acte. C'est pour ça que la proposition qu'on fait, c'est que le facilitateur puisse être porteur d'alerte. Et c'est plus simple que de jouer sur la question du secret des sources. Permettre explicitement que le facilitateur soit porteur d'alerte, ça ouvre la voie à ce qu'on préserve l'anonymat du lanceur d'alerte. Et je vais laisser la parole à Neila sur l'aspect des canaux internes pour répondre à votre interrogation. Merci. Oui, juste deux mots. En fait, pour vous donner juste un exemple concret, je travaille dans une multinationale et le canal de signalement, c'est une entreprise, c'est une boîte d'avocats qui se trouve aux États-Unis. Et je peux vous dire que quand vous lancez une alerte, il ne se passe rien derrière parce que le temps que ça descende et qu'ils comprennent de quoi il s'agit, là, le salarié, il a le temps de repartir de l'entreprise. C'est pour vous expliquer que ce n'est pas efficace. Et une deuxième remarque, c'est que l'acte, par exemple, au Danemark, parce que la collègue vient de mentionner, la transposition a eu lieu, mais l'acte doit être revu à cause de ce point-ci, parce que justement, les multinationales voulaient garder le dispositif de signalement qui existe des fois depuis les années 70, mais qui est inefficace aux yeux des représentants du personnel. Et c'est pour cela que l'acte doit être revu lorsqu'il a été déjà écrit et voté. Oui, je vous remercie. Les avocats américains vont pouvoir regarder le droit français, puisque maintenant, il n'y aura plus besoin de passer par le canal interne, et donc les salariés vont directement saisir le canal externe, ce qui est du coup une réponse à l'inefficacité du canal interne. Et je pense que c'est préférable, enfin c'est un choix évidemment important, je pense qu'il est préférable au fait d'être prescriptif sur la méthode et la spécificité d'un canal interne, d'aller trop loin dans sa spécification. Pour moi, il y a un vrai changement, puisque évidemment, encore une fois, entre un passage obligé et juste un canal mis en concurrence avec un canal externe, on aura effectivement une rupture forte. Bien, merci beaucoup. Je vais vous demander, vous avez tous, j'espère, mon adresse email, sylvain.wazerman@assemblée-nationale.fr. Si vous avez des éléments complémentaires que vous souhaitez me faire part, j'en prendrai connaissance avec plaisir. Je voudrais vraiment vous remercier pour la qualité. C'est toujours un peu frustrant d'être sur un créneau d'1h30, mais c'était important pour moi de pouvoir vous entendre. Et n'hésitez pas à me contacter par email si vous le souhaitez. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été présent aujourd'hui. Merci. Merci.